surpeuplées. Cela fait très longtemps que c'est médiatisé et qu'on en parle. Et il y a cette polémique donc toujours autour de cette réinsertion. On va en prison, qu'un agresseur se retrouve en prison et ensuite il est libéré. Moi, je pense que le problème, c'est pas la surpopulation de la prison. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de tarés dans ce pays. Et c'est ça le problème essentiel numéro un, en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de concentrer le phénomène et le débat sur le fait que les prisons n'ont pas assez de moyens. Mais le problème n'est pas celui-ci. Le problème est que le fait qu'on ait une société qui est ultra violente est de plus en plus radicale. Et c'est ça le problème essentiel. Et si vous avez une société ultra radicale et ultra violente, du coup, il faut modifier les règles et l'encadrement pour faire face et pour protéger davantage la société. Parce que sur l'affaire précédente, ce qui se joue, c'est que la justice pense davantage à la réinsertion du délinquant qu'aux victimes. Et c'est ça le point essentiel, c'est qu'en fait, on marche complètement sur la tête et on a complètement inversé la logique de la prison. La logique de la prison est la suivante. On met pas quelqu'un en prison pour qu'il se réinsère. On met quelqu'un en prison pour le priver de la liberté, parce qu'on considère qu'il est nuisible à la société et qu'il est dangereux pour la société française. Et donc, du coup, on lui retire sa liberté pour l'enfermer quelque part. Et quand on prend cette logique-là, le fait qu'il y ait Georges Fenech le disait, qu'il y avait 50% des crimes qui étaient commis par 5% de récidivistes. C'est-à-dire que vous avez un petit nombre de tarés en France qu'il faut enfermer, auxquels il faut se poser la question de mettre des peines qui sont beaucoup plus longues, parce que même la prison ne fait pas office de réinsertion, et quand ils sortent de prison, ils s'entraînent à préparer leurs futurs nouveaux crimes plutôt qu'à se préparer à se réinsérer dans la société française. Et si vous partez de cette logique-là, en disant qu'il y a beaucoup plus de tarés et que ces personnes-là ne sont pas réinsérables dans la société, du coup, vous augmentez le nombre de places de prison disponibles. Il y aura un débat sur le fait que chaque majorité promet des places de prison supplémentaires ou que des majorités ont annulé la construction de places de prison supplémentaires comme celle de François Hollande. Moi, je pense que j'ai introduit un nouveau sujet dans le débat. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, externaliser et compléter la prison publique par des prisons privées, comme ce qui se passe aux États-Unis. Et la prison privée aura des règles d'encadrement qui seront différentes, des salaires qui seront différents, et surtout, ils n'auront pas les mêmes contraintes que les agents pénitentiaires, c'est-à-dire qu'ils pourront gérer plus efficacement ces délinquants. Est-ce que c'est une propos également quand les médecins sont considérés de la sorte ? Ça va être compliqué. C'est pas possible. Non, ça va être compliqué. En plus, 1,50 € en termes de communication, c'est tellement méprisant qu'on se dit que c'est, on le fait exprès, qu'ils l'ont fait exprès. Bon, je pense qu'ils le font exprès, c'est pour répondre à la proposition d'augmenter les consultations à 50 €. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une proposition irréalisable, et de l'autre côté, ils se sont dit, tiens, on va mettre aussi une proposition qui est dans ce sens-là. Non, le sujet essentiel n'est pas celui-ci. Le sujet essentiel, c'est comment on définit notre offre de santé en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de moins en moins de places dans les hôpitaux, vous avez de moins en moins de personnel possible, vous êtes obligé d'avoir les médecins de ville en première ligne pour assurer le système de santé publique. Et si vous avez besoin de ça en première ligne, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre de médecins disponibles dans tous les territoires français. Vous avez un premier point, c'est la fin du numerus clausus, mais de toute façon, le temps qu'ils se mettent en place réellement, il faudra 5, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, dans la mesure où les médecins sont formés de façon très longue. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez répondre aux déserts médicaux. De toute façon, les médecins voudront s'installer où ils veulent. La question essentielle, c'est comment les inciter à s'installer là-bas. Le premier point, c'est de leur créer des conditions qui sont attractives. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcer les gens, on n'est pas en Union soviétique, à dire tiens, toi tu vas habiter là-bas. Et si la personne doit débarquer, une personne qui est médecin, qui a été scolarisée dans une fac de médecine et qui a 28 ans, 28, 29 ans, on ne va pas lui dire tu vas s'installer dans cet endroit alors qu'il n'y a ni de commerce de centre-ville, il n'y a pas d'endroit cool où aller. Non, vraisemblablement, il n'ira pas là-bas. Donc il y a une question de politique d'aménagement du territoire à mettre en place. Et si par cas vous créez des conditions attractives, les gens iront là-bas. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est-à-dire que dans toutes les professions, l'État a négligé les deux points essentiels de l'attractivité, qui sont les conditions matérielles et la quête de sens. Aujourd'hui, quand vous êtes médecin et que, par exemple, dans la proposition faite par l'assurance maladie, on vous demande, par exemple, d'assurer 6 patients par heure. Mais c'est un non-sens complet. Actuellement, ce que demandent tous les patients, c'est de passer plus de temps avec le médecin pour qu'on diagnostique les véritables problèmes. Donc, il faut plutôt augmenter le temps de travail disponible et en contrepartie de leur temps de travail disponible et de l'ouverture du temps qu'ils font en cabinet, et là, on peut proposer une contrepartie, une augmentation de la consultation. Et si, par cas, vous leur dites, on augmente votre nombre de consultations, mais en contrepartie, vous restez ouvert plus longtemps, vous prenez davantage en charge les patients et vous les aidez à se remettre en place, peut-être que vous arrivez à des conditions qui sont acceptables. Georges Fenech, il y a un décalité au volant. Est-ce que ce titre-là exprime tout simplement le reflet de la société française et cet exutoire peut-être post-Covid? Il y a une partie, évidemment, c'est un problème de société, on a parlé de l'ultra-violence, etc. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça le sujet essentiel. Le sujet essentiel, et à la différence du titre que vous avez mis, les Français sont-ils les champions de l'agressivité au volant, c'est que moi, je pense qu'en fait, les automobilistes français sont les plus agressés d'Europe, tout simplement. En fait, tout a été fait pour dégoûter les automobilistes français. Il s'est passé lors du moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont explosé sur la question de la crise du carburant.
On avait promis aux automobilistes français, au départ, on l'a tous encouragé il y a une dizaine, quinzaine d'années, d'aller rouler au diesel. Ensuite, on leur a dit, le diesel, c'est mal. Et tout a été fait pour pourrir la vie des automobilistes. Quand vous prenez les réglementations nationales, les réglementations locales, les comportements de certaines mairies qui en font en sorte de pourrir la vie au quotidien de tous les automobilistes, on a parlé de Paris, on a parlé de toutes les grandes villes écologistes, vous parlez de chaque cas, vous êtes automobiliste, est-ce que vous pouvez conduire dans ces conditions? Et en plus, je rajoute un point, c'est-à-dire qu'en plus, vous avez les pouvoirs publics qui agissaient, maintenant vous avez les minorités agissantes écolos qui vous pourrissent la vie. Vous avez des personnes qui bloquent les autoroutes, qui se mettent en gilet, vous avez des personnes qui vous crèvent les roues, etc. Donc quand vous êtes automobiliste français, au-delà du reflet de la société, est-ce que vous ne vous sentez pas micro-agressé au quotidien en France? C'est pour ça que les Français, les automobilistes et les motards aussi ont les nerfs à vif. Ceci explique cela. Je pense en partie. C'est QFD. Voilà. Très bien. Vous êtes venu en voiture, William? Oui. Oui, très bien. Ça a plusieurs phénomènes. Il y a quelques semaines, quelques mois, Nancy Pelosi, qui était ancienne speaker de la Chambre, était venue à Taïwan pour faire de la provocation. Et moi, je pense que la Chine, ce qu'ils essayent de montrer, c'est que si vous venez sur notre territoire, parce qu'ils considèrent que Taïwan fait partie de leur territoire, et ben dans ce cas-là, nous, on est capable de venir sur le vôtre. Et c'est un peu une réponse, parce qu'on n'est plus du tout sur la même logique. Et je pense qu'ils ont appris aussi de l'échec de l'Union soviétique, notamment dans le cadre de la guerre froide. Là, ce qu'on assiste au troisième temps des relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale. Le premier temps, c'est celui de la guerre froide. Le deuxième temps, c'est celui de l'hyperpuissance américaine. Le troisième temps, jusqu'à 2049-2050, c'est une bataille à tous les niveaux entre la Chine et les États-Unis pour le leadership mondial. Xi Jinping a dit qu'il voulait battre les États-Unis dans tous les domaines. Technologique, économique, agricole, militaire, spatial, maîtrise aérien, même sur les ballons de baudruche aussi. Même les ballons de baudruche, il veut montrer qu'il est capable de battre les États-Unis partout. Et donc, du coup, ça est capable de dire aux États-Unis, si par cas vous venez chez nous, on est capable de pouvoir riposter. Et lorsqu'on voit les déclarations des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, il répond frontalement également aux États-Unis. Et on voit également la communication de l'ambassade de Chine en France, qui répond et qui fait de la communication anti-américaine, qui veut capable de montrer que eux seront capables de résister aux États-Unis, ce que n'ont pas fait l'URSS. Parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Xi Jinping a été marqué notamment par les guerres de l'opium qui avaient conduit au siècle de l'humiliation chinoise, et il veut montrer que son pays sera capable de se défendre. Il faut se rappeler qu'il y a un an, Xi Jinping avait dit lors de ses vœux aux militaires chinois, si par cas vous essayez de venir en Chine, vos sangs couleront dans les rivières et se heurteront face aux montagnes. Et je pense que ce qu'il essaye de montrer aux États-Unis, c'est pas grave. Si vous venez chez nous, on va riposter violemment. Je pense qu'il y a un point, et Georges Fenech en avait déjà parlé, il y a une date précise auquel on peut avoir un risque de troisième guerre mondiale, parce qu'on avait évoqué souvent le sujet. Entre novembre 24 et janvier 25, il y aura l'élection du président des États-Unis. Juste avant, il y aura l'élection de présidence de Taïwan. Et à ce moment-là, si la Chine envahit Taïwan après l'élection du président des États-Unis, et notamment si Biden n'est pas réélu et que vous avez un président républicain, est-ce que le président, donc qui sera en place, Joe Biden, enverra l'armée pour aller sauver la Chine ? Pour sauver Taïwan notamment. Et donc à ce moment-là, on a un risque de troisième guerre mondiale. Les Américains le laissent entendre clairement. Et Joe Biden le fera, mais il n'aura aucune légitimité parce qu'il ne sera plus président en janvier 25. Et on n'en sera pas au stade des ballons espions. Ce qui est évoqué, c'est que les Chinois commencent à construire des bateaux d'invasion et ils seront prêts justement à cette date de 2020. Pour les mêmes raisons. C'est évident, mais s'ils continuent comme ça, ils ne peuvent pas aller dans tout le sud-est et dans tout le sud, et il restera plus beaucoup d'endroits pour se produire. Ça devient problématique, ils se ferment même, parce qu'ils doivent avoir des fans au Rassemblement National. Je pense qu'il y a des membres du Rassemblement National qui aiment Indochine peut-être. Mais moi je vois deux points. Le premier point, c'est le déclassement intellectuel auquel fait face la France. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, on avait Zola et J'accuse. Et là maintenant, on a Indochine qui proteste et qui refuse de jouer à Perpignan parce qu'ils ont élu un maire Rassemblement National. Vous imaginez la différence de traitement. Vous aviez à l'époque des artistes engagés, des intellectuels engagés. Et maintenant, on a des chanteurs du monde culturel qui sont plutôt pathétiques et qui, en fait, s'accaparent la politique. Et moi, je pense qu'au Dieu de lutter contre le Rassemblement national, ils desservent leur cause parce qu'ils alimentent la défiance. Il y a une véritable rupture entre la France d'en bas et la France d'en haut. Et la France d'en bas, on a marre de se faire ostraciser par la France d'en haut. Et j'en arrive à mon deuxième point. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, ils disent le vote Rassemblement national est mauvais. Mais si le parti est mauvais, s'il est illégal, s'il est fasciste ou quoi que ce soit, il faudrait l'interdire. À partir du moment où il a le droit de participer aux élections, on considère que le vote est légitime. Et eux sont en train de dire aux personnes qui ont voté pour lui et Alliot, votre vote est illégitime, vous n'avez pas le droit de voter comme ça, vous n'avez pas le droit de penser comme ça, on va vous dire comment bien penser, c'est la bien-pensance qui s'applique au maximum. Et je pense que les Français ont voté en partie Marine Le Pen pour rejeter ce système-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, on nous a dit pendant une trentaine, 40 années comment penser, comment il fallait faire, comment il fallait voter, et toutes vos raisons, notamment de la bien-pensance, vous ont conduit à un déclassement économique, à un déclassement civilisationnel, et vous nous avez conduit dans cette situation, vos conseils sont pourris, on ne veut pas les entendre, et à la fois qu'on les a appliqués, on a fini dans cet état-là, c'est-à-dire le déclassement civilisationnel de la classe moyenne, et notre sort,
c'est déclassé depuis une quarantaine d'années. Et tant qu'on continuera comme ça, on continuera à alimenter le vote Rassemblement national. Le vote Rassemblement national, en 2002, c'était le second tour, Jean-Marie Le Pen faisait 18%. Ensuite, après Marine Le Pen, en 2017, elle fait 33% au second tour. Et là, maintenant, elle fait 42%. Tant qu'on continue comme ça, le Rassemblement national continuera à monter. Le véritable point pour lutter contre le Rassemblement national, c'est en fait de proposer une politique économique attractive de nivellement par le haut qui permette d'améliorer le sort des Français, tout simplement.